Heureuse de vous retrouver pour le 18h30 à la une de l'actualité ce soir. Coup d'envoi au Royal Golf Dar es Salaam de Rabat de la 48e édition du trophée Hassan II et de la 27e édition de la Coupe Lalla Meriem de golf. Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid a présidé aujourd'hui le lancement des épreuves du Pro AM du trophée Hassan II de golf. Stress hydrique, le Maroc sous le seuil de la pénurie d'eau fixée par l'OMS avec 620 mètres cubes d'eau par habitant. Une situation qui impose un nouveau mode de gouvernance basé sur la rationalisation. Nous irons au bassin de Loukous où les retenues d'eau des barrages y sont en nette régression. En fin de ce journal, nous vous proposerons une immersion dans une boulangerie à Oujda. Si dans la boutique du boulanger-pâtissier, l'ambiance est visiblement sereine, dans l'arrière-boutique, c'est une véritable ruche d'abeilles qui s'active aux premières lueurs de l'aube pour satisfaire les pupilles avant les papilles des clients. Bonsoir à tous. Sur très haute instruction de Sa Majesté le roi Mohammed VI, leurs Altesses royales, la princesse Lalla Meriem, la princesse Lalla Asma et la princesse Lalla Hasna ont été reçus à déjeuner hier lundi au palais de l'Élysée à l'invitation de Madame Brigitte Macron. Ce déjeuner s'inscrit dans la continuité des relations d'amitié historiques entre le Royaume du Maroc et la République française. Coup d'envoi au Royal Golf Dar es Salaam de Rabat de la 48e édition du trophée Hassan II et de la 27e édition de la Coupe Lalla Meriem de golf. L'événement se tient sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid a présidé aujourd'hui le lancement des épreuves du Pro AM du trophée Hassan II de golf. La Arbin Hiri, Amin Nouri avec Nisrin Ausdar. Le Royal Golf Dar es Salaam de Rabat, où son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid a présidé aujourd'hui le lancement des épreuves Pro-Am. L'équipe est composée de Omar El-Hjoumri, de Karim Guessous et du professionnel Alex Tcheka. La 48e édition du trophée Hassan II et la 27e édition de la Coupe Lalla Meriem de golf. Deux événements sportifs qui consacrent le royaume comme destination golfique de choix à l'échelle mondiale. Pour la participation de cette année, nous avons un excellent plateau sur la Coupe Lalla Meriem parce qu'on a le top 10 européen qui est présent. C'est vraiment une année exceptionnelle. Et pour le trophée Hassan II, par définition, le plateau est forcément exceptionnel parce que déjà les gens qui figurent sur le tour, sur le Champions Tour, sont des gens qui sont extrêmement sélectionnés, qui ont eu des carrières exceptionnelles. Si on arrive à totaliser le nombre de victoires qui seront présentes au Maroc cette année, c'est vraiment exceptionnel. Le trophée Hassan II connaîtra une rude concurrence cette année, avec la participation du champion en titre aux côtés d'anciens vainqueurs, notamment l'Espagnol Santiago Luna, recordman du tournoi avec 3 victoires, 1998, 2002 et 2003. Cette nouvelle édition du trophée Hassan II est d'ailleurs organisée sous le thème « Le retour des champions » et sera exceptionnelle. Les parcours du Royal Golf Dar es Salaam de Rabat sont excellents. Il m'est très agréable d'y jouer cette année encore. Je note la présence de brillants noms de la discipline. Cette matinée, je me suis essayé à plusieurs exercices. Tout s'est super bien passé. Je suis très enthousiaste. La 27e édition de la Coupe Lalla Meriem sera tout aussi remarquable, avec la participation de 5 golfeuses marocaines, dont 4 professionnelles, à savoir Inès Laklalesh, qui a signé une saison 2023 exceptionnelle et qui a marqué l'histoire du golf national. C'est super de jouer ici, même si la pression est immense et plus amplifiée quand on joue chez soi. Le niveau est très relevé, les joueuses sont excellentes. Il faut alors donner le meilleur de soi-même pour bien représenter les couleurs nationales et pourquoi pas arracher la grande victoire. Rappelons que le Maroc reste à ce jour le seul pays au monde à organiser dans la même ville, aux mêmes dates et sur un même lieu une épreuve masculine et une autre féminine inscrite dans les calendriers européens de golf.
Les 2 tournois qui se poursuivront jusqu'à samedi au Royal Golf d'Al Salam de Rabat bénéficient chaque année d'une retransmission télévisée qui touche plus de 600 millions de foyers sur les 5 continents. Parlant football avec le lancement du 6e tournoi international des U19 de l'Académie Mohamed VI de football. Ce tournoi connaît la participation de 12 équipes représentant 11 pays de 4 continents. Lancé pour la première fois en 2017, le tournoi international U19 de l'Académie Mohamed VI de football était initialement destiné à la catégorie U17 et mettait en lice uniquement 8 équipes. Grâce à son succès, à la qualité de la compétition qu'il propose, il évolue dès sa 3e édition en 2019 à un tournoi international U19 et réunit désormais 12 équipes issues des meilleures formations footballistiques. Il est l'une des figures phares du ballon rond allemand. Andreas Brehme est mort dans la nuit du lundi à mardi à l'âge de 63 ans. C'est ce qu'indique le Bayern Munich. La cause de sa mort n'est pas précisée dans le communiqué du club. Ce natif d'Hambourg aura surtout marqué son empreinte de l'histoire de la Nationalmannschaft. Il a pris part aux Coupes du Monde de 1982 et 1986. Il remporte l'édition de 1990 en Italie, inscrivant l'unique but de la finale face à l'Argentine sur un penalty 1-0. Les cavaliers marocains Yassine Rahmouni et Nour Slaoui se sont qualifiés pour les Jeux Olympiques de Paris, prévus du 26 juillet au 11 août dans la capitale française. Après 2 premières qualifications aux Jeux Olympiques de Londres en 2012 puis de Tokyo en 2020, Yassine Rahmouni représentera pour la 3e fois le royaume aux épreuves de dressage. C'est ce qu'indique la Fédération royale marocaine des sports équestres dans un communiqué. Nour Slaoui, elle, sera la première cavalière à représenter le royaume et les pays arabes aux épreuves olympiques du concours complet. Maroc-Mauritanie, le ministre de l'Équipement et de l'eau, Nizar Baraka, a eu des entretiens aujourd'hui à Rabat avec le ministre de l'Équipement et du Transport de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ali Ould Sidi Mohamed. Une rencontre axée sur les moyens de renforcer la coopération entre les 2 pays dans les domaines de l'infrastructure. L'entrevue a également été l'occasion de mettre en exergue les relations fraternelles entre les 2 pays et l'importance de les porter à de nouvelles perspectives, et cela à travers l'échange d'expertise et d'expérience au niveau technique, l'élargissement du partenariat entre le laboratoire public d'essais et d'études marocain et le laboratoire national des travaux publics mauritaniens, ainsi que le renforcement de la coopération dans le domaine de la formation technique en matière d'entretien des routes. Le Maroc traverse l'une des pires périodes de sécheresse de son histoire. L'ensemble du pays est rattrapé par des épisodes récurrents de déficit pluviométrique, un phénomène qui met à mal nos ressources en eau. Pour renverser la vapeur, une gestion rationalisée de ce précieux liquide s'impose. Elle passe notamment par une meilleure gestion des ressources hydriques des bassins. C'est le cas au niveau du bassin hydraulique du Loukous. Sur place, c'est un reportage de Saïd Najah, Anis Aboumedi avec Zakaria Mouken Billah. Des retenues d'eau en nette régression au barrage du 9 avril 1947. Construit sur le bassin hydraulique du Locos, dans la commune El Menzla, cette composante importante du système hydraulique du Grand Angers affiche aujourd'hui une situation critique. Les traces sur les parois du barrage donnent une idée du volume de cette régression. D'une capacité totale de 300 millions de mètres cubes, le barrage du 9 avril 1947 ne contient plus que 42 millions de mètres cubes. Cette diminution des quantités d'eau stockées au niveau des barrages est due au déficit pluviométrique et au stress hydrique que connaît le royaume. Face à cette situation, nous avons dû faire appel à des pompes flottantes afin d'approvisionner la population en eau potable. Le rôle est de prévenir une coupure d'eau potable et d'exploiter toutes les ressources disponibles. Et la tendance est partie pour durer. Ces derniers mois, le taux de remplissage des 14 barrages du Nord enregistre un déficit hydrique évalué à 96%. Alors, pour gérer ce contexte caractérisé par la persistance du stress hydrique, des mesures urgentes s'imposent.
En 2021, il a été procédé à la connexion entre le bassin hydraulique du Locos et Oued Tanger, ce qui nous a permis de résoudre le déficit hydrique dans la ville du Détroit, en exploitant les ressources hydriques du bassin du Locos. Nous sommes à la deuxième phase de ce projet. Au niveau de la région Tanger-Tétouan-El-Hoceima, le taux de remplissage des barrages atteint à peine 36%. La quantité d'eau stockée est évaluée à 665 millions de mètres cubes. Auparavant, ce chiffre dépassait largement les 1920 millions de mètres cubes. À l'international, de nouvelles frappes israéliennes ont visé la bande de Gaza. Depuis le début de l'offensive, plus de 29 000 personnes ont été tuées dans cette bande où la situation humanitaire reste catastrophique, notamment dans la ville de Rafah, elle aussi menacée d'une offensive terrestre par Israël. Pendant ce temps, une nouvelle impasse se profile au Conseil de sécurité de l'ONU sur un possible cessez-le-feu. Selon l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, près d'1,5 million de personnes sont massées à Rafah. Les denrées alimentaires et l'eau potable sont devenues extrêmement rares à Gaza et 90% des jeunes enfants y souffrent de maladies infectieuses. Pluie diluvienne et inondations en Californie, l'état d'urgence est décrété. Dans la région de Los Angeles, 3 personnes ont trouvé la mort. Les inondations ont coupé certaines routes et intersections et provoqué de dangereux glissements de terre. Et cela a notamment poussé les autorités à émettre des ordres d'évacuation pour les collines de Hollywood et de Santa Monica. La tempête se déplace vers le sud de la Californie. Chemin faisant, elle a déjà provoqué d'importantes inondations ainsi que des crues. Retour chez nous, je vous propose une immersion dans les coulisses d'une boulangerie, histoire de mesurer à quel point le métier de maître boulanger est prenant, car c'est d'abord un travail de nuit. La journée commence très tôt le matin chez ces femmes et ces hommes de l'ombre pour satisfaire une clientèle éclectique. Allant à la découverte d'une journée type d'un boulanger à Oujda dans ce reportage de Rachid Latabi sur un récit de Marie Aouet. C'est entre 2h et 4h du matin, dans le silence de la nuit, que les artisans boulangers débutent leur journée de travail. Une fois les mesures d'hygiène passées et le tablier de circonstances enfilé, la brigade commence au pas de course le pétrissage des pâtes à pain qui servira à la confection des délicieuses baguettes et autres délices sucrées. Je suis boulanger depuis 3 ans et je travaille le soir très tard. C'est un métier passionnant, bien qu'il soit contraignant pour la plupart des gens. Pour ma part, j'aime ce rythme de vie et je ne l'échangerai pour rien au monde. C'est une grande satisfaction personnelle que celle de préparer du bon pain aux clients. J'ai pris l'habitude de travailler de nuit, cela fait partie intégrante de mon mode de vie. J'adore faire plaisir à nos habitués en leur proposant de bons produits frais, tout juste sortis du four. Boulanger, un métier vieux comme le monde qui remonterait au 5e siècle avant Jésus-Christ et qui requiert habileté et minutie, mais surtout une patience à toute épreuve. Rares sont les gens à savoir comment le pain est réellement fabriqué. Ils ignorent le fait que c'est un long processus fastidieux avant que la baguette et les chocolatines arrivent sur les étalages. Chaque matin après la prière du Fajr, je vais à la boulangerie pour acheter du pain pour le petit déjeuner. D'ailleurs, je suis très reconnaissant envers les artisans boulangers qui se lèvent aux aurores pour nous faire plaisir. Avec plus de 14 000 boulangeries, pâtisseries au Maroc, les artisans boulangers ont encore de longs jours devant eux pour contenter les palais de tous les gourmands. Un métier de passion qui sans cesse se renouvelle et se réinvente à l'heure du bio et du sans gluten. Avant de refermer ce journal, je vous propose une escapade aux îles Canaries, plus précisément à Las Palmas, où nous irons à la découverte des chefs-d'œuvre historiques de la cité, les murs de l'église de Las Palmas ou encore la maison du célèbre marin qui a découvert l'Amérique, Christophe Colomb. La visite guidée est signée Mrim Mohamed Rachid Latabi sur un récit de Marie Aouet. Elle fut édifiée au XVe siècle par Isabelle la catholique et Ferdinand II. Et il aura fallu 4 siècles de construction pour achever la cathédrale Sainte-Anna.
chef-d'œuvre monumental de style néoclassique. Avec sa rosace, ses gargouilles et ses 2 clochers, elle est la sainte patronne des conquistadors espagnols et offre à ses visiteurs un condensé d'histoire aux allures de voyage dans le temps. Dans cette cour des Orangers, il y a un patio, jardin ouvert attenant à la cathédrale et une façade ornée d'un seul étage. Ces vestiges montrent la richesse de notre ville. De plus, le musée qui orne la cathédrale possède une riche collection de gravures et de cartographies datant de Christophe Colomb. À quelques encablures de là, nous voici dans la maison de Christophe Colomb, où est exposée fièrement la maquette du bateau ayant servi à l'explorateur lors de sa découverte des Amériques. Autant de monuments historiques qui font la beauté et la grandeur de Las Palmas. Me enamora, me gusta mucho. Je suis amoureux de ma ville. Elle a quelque chose d'unique en son genre. Las Palmas, ville-musée, comme un décor de film à ciel ouvert, compte également parmi ses splendeurs un jardin botanique installé sur le versant d'une colline, duquel se trouve toute la faune et la flore de l'île. Un microcosme préservé où l'on trouve des roseaux, des papyrus, mais surtout un sentiment inébranlable de quiétude. Il y a non seulement beaucoup d'oiseaux dans ce jardin botanique, mais aussi une grande variété florale, des spécimens qui poussent nulle part ailleurs et que nous choyons précieusement. Vous l'aurez sans doute compris, Las Palmas ne ressemble à aucune autre île des Canaries, cité historique, mémorable, paradis du windsurf. Elle est à ce jour la destination préférée des touristes européens. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.